conférence en sciences d'information et de la communication, chercheur au laboratoire de psychologie sociale d'Aix-Marseille Université. La bonne nouvelle, c'est que Lionel finalise son HDR qui va soutenir fin d'année 2024, où il défend l'idée qu'il existe des liens et des interactions entre la communication, les représentations et l'engagement comportemental dont ils vont nous parler. Il propose une approche globale qui intègre ces trois approches. Il est encore le chef du département GLT. Tu as passé la main très récemment à l'unité d'Aix-Marseille. Didier Mayer, quant à lui, docteur de l'INSIC, ça commence à faire, c'était il y a 6 ans. Donc, sous la codirection de Didier Courbet et Lionel Souchet, professeur associé en marketing digital à Kedge Business School. Et ses recherches sont centrées sur l'optimisation des techniques de marketing digital et la psychologie des internautes, donc spécialiste du search marketing et de l'expérience utilisateur, un sujet qui nous intéresse beaucoup. Et il travaille également sur l'utilisation de l'IA appliquée au SEO. Référencement naturel. Voilà. Bonjour à tous. D'abord, moi, j'aimerais remercier Didier et Marie-Pierre de m'avoir invité, de nous avoir demandé avec Didier de faire cette présentation. J'étais dans le laboratoire IRSIC, qui était anciennement IRSIC, de 2010 à 2018. Donc, ça me fait plaisir de revenir partager et collaborer avec vous. Je remercie aussi Thilo. J'ai pas eu le temps de poser ma question parce qu'il y en avait plein, mais j'aurais plaisir à discuter avec toi peut-être tout à l'heure parce que ça m'a évoqué aussi des idées, des questions. Voilà, avec Didier, on va vous présenter une recherche qu'on a fait ensemble. Donc, on va se donner la parole. Voilà, on va échanger. On va essayer de faire ça de façon dynamique. Donc, je lui laisse la parole pour commencer. Bien, merci aussi également à tous. C'est toujours un plaisir de revenir au sein de ce laboratoire avec lequel on a travaillé et on a mené des recherches, notamment celle qu'on va vous présenter aujourd'hui. Quelques mots sur le contexte. On avait la volonté d'avoir une démarche tout à l'heure Didier parlait d'épistémologie très orientée justement sur quelque chose de très localement situé et donc d'avoir une démarche expérimentale et une expérimentation aussi en milieu ordinaire, écologique, selon les termes choisis. Et on l'a fait en collaboration avec une entreprise qui est ici basée à Marseille et qui était parce qu'elle a été rachetée récemment et revendue, le leader européen de la création de sites e-commerce, donc le concurrent aujourd'hui du nord-américain Shopify, et qui permettait à toutes les TPE, PME de créer un site e-commerce en autonomie et de pouvoir profiter pour ceux qui voulaient justement monter en compétence de cette opportunité business. Donc, on était en contrat avec eux et l'objectif, comme on va vous le montrer, c'était de voir aussi comment on pouvait engager d'une certaine façon les internautes à adopter certains types de comportements. Et on a de nombreuses questions à la fois épistémologiques, mais aussi éthiques dont on pourra débattre aussi à la fin de cet exposé. Voilà pour le contexte. On parlait aussi de pluralité méthodologique. Évidemment, on n'est pas resté focus sur l'expérimentation. Ça vient d'un contexte qui est relativement large, puisque avant de construire le matériel expérimental, qui a fait l'objet d'une grosse démarche en termes de création, on avait vraiment la volonté de mieux comprendre aussi quels étaient les aspects motivationnels des personnes susceptibles justement de se former sur Internet pour monter en compétence, pour créer et administrer un site e-commerce. Et donc, en fait, ces aspects motivationnels, lors de la création d'un business en ligne, ont été largement approfondis par une étude qualitative classique avec une série d'entretiens semi-directifs. C'est justement cette étude exploratoire approfondie qui nous a permis de mieux comprendre quelles étaient les aspirations et les motivations des e-commerçants et après de travailler sur la thématique de la formation, parce que c'est vrai que c'est un véritable manque aujourd'hui lorsqu'on veut lancer un site e-commerce. Pour se former à la fois sur toutes les modalités techniques pour gérer son site, mais aussi sur toutes les modalités liées à l'acquisition de trafic, le web marketing. C'est souvent les environnements qui sont relativement nouveaux pour des jeunes chefs d'entreprise. Et donc, on a vraiment mobilisé d'abord cette approche qualitative pour construire le matériel expérimental. Et en effet, j'avais l'occasion, avec le département avec lequel je travaillais, de mettre en place des webinars qui étaient gratuits. Donc, on voulait aussi quelque chose
question d'éthique qui soit gratuit, qui soit accessible et qui soit lié non pas forcément à une dimension monétisable, on n'était pas là dans une démarche mercantile, bien au contraire, mais pour mettre en avant le besoin de formation. Donc les webinaires étaient gratuits et c'est pour ça qu'on a choisi de mettre en place l'expérimentation et donc la création du matériel expérimental sur ce sujet. Et bien sûr, l'objectif, j'avais oublié le plus important, c'est que les webinars faisaient l'objet d'un certain nombre de communications, que ce soit sur Google, sur LinkedIn et ainsi de suite. Et parfois, ces communications étaient déceptives en termes de nombre d'inscrits à ces conférences. Donc, l'idée, c'était de saisir ce sujet pour voir comment on pouvait optimiser en mobilisant un des paradigmes issus de la communication engageante, comme on va vous l'expliquer. Hein. Ça avance pas. Ok. Normalement, tu appuies sur Enter, c'est bon. Ça fait plus rien. Les flèches. C'est tout l'objectif du live. Vous êtes au Zoom et ah, d'accord. Ah, on fait la flèche de droite. Donc, avant de vous présenter l'étude et les résultats, le cadrage théorique sur lequel on s'était appuyé, donc c'était essentiellement la communication engageante. Donc là, on n'a pas le temps de le développer en détail, mais l'idée principale, c'est que, développée par ceux qui l'ont initié, Joulet, Girandola, Bernard notamment, puis beaucoup d'autres chercheurs à la suite. Et tout à l'heure, Didier rappelait Laswell, qui dit quoi à qui. Et je voulais proposer, avait repris ça et proposé de rajouter encore à la fin, je dis tout à l'heure avec quel effet, mais en leur faisant faire quoi? C'est-à-dire que l'idée de la communication engageante, c'est de réfléchir à des situations dans lesquelles les gens ne vont pas seulement être récepteurs, mais vont potentiellement aussi être acteurs. Alors, au départ, c'était un paradigme qui était utilisé plutôt dans la vie courante, c'est-à-dire on est en face à face, on demande quelque chose à quelqu'un et on peut éventuellement, pendant l'interaction, lui demander de faire quelque chose. L'exemple typique, c'est de signer une pétition. Voilà, on a tous parfois été abordés dans la rue pour signer une pétition, donner un don pour une association caritative, faire quelque chose, ou alors encore plus simplement dans des situations de la vie quotidienne, quelqu'un rentre en interaction avec moi, puis il me demande son chemin ou l'heure, donc je fais quelque chose, j'interagis avec l'autre. Donc la communication engageante est conceptualisée comme une communication dans laquelle la personne ne va pas être considérée comme seulement récepteur, mais dans laquelle elle va pouvoir être amenée à poser des actions, faire des choses. Et ensuite, ça a été transposé au niveau numérique. Donc, il y a eu quelques recherches qui ont été faites qui montrent que ça peut fonctionner aussi, notamment grâce au développement d'Internet qui permet effectivement, bon, là, on a une bonne historique qui montrerait que avant même Internet, ça aurait pu être par téléphone, ça aurait pu être à distance en tout cas. Ce que je veux montrer, c'est que c'est pas forcément une situation qui ne fonctionne, la communication engageante, qu'en situation de face à face. Ça peut fonctionner aussi dans des situations médiatisées. Et en l'occurrence, aujourd'hui, avec Internet, on peut beaucoup plus facilement expérimenter et trouver des situations pour essayer d'étudier comment ça fonctionne. Donc là, je n'ai pas le temps non plus de trop vous en parler, mais on avait réalisé une étude justement en collaboration avec des collègues de l'IRSID sur le covoiturage, l'autopartage, dans lequel, après avoir étudié les significations, les représentations, et aussi les aspects médiatiques dans les journaux télévisés, les journaux de la presse, avec notamment Marc Bassoni qui avait fait cette partie-là. On avait eu une expérimentation où les personnes étaient là contactées par mail et devaient ensuite venir répondre à une manipulation expérimentale dans laquelle soit c'était une communication classique, soit on leur demandait à ce moment-là de eux donner un certain nombre d'éléments de leurs opinions, de leurs représentations à propos du covoiturage. On les rendait acteurs de cette communication. On voyait qu'il y avait des effets importants ensuite sur différentes mesures de leur intention de covoiturer, de parler de ces services-là à d'autres utilisateurs potentiels, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on va présenter, situer, préciser le propos sur une forme particulière qui s'appelle l'acquiescement répété. Alors, c'est une technique qui a été proposée par Cialdini et Sagarin en 2005
et qui, selon nous, quelque part, rendent comme l'une des modalités, l'une des formes possibles de la communication engageante, c'est-à-dire des situations dans lesquelles il y a une communication et les personnes vont être mises en action. Là, ici, donc, voilà, on a cité différentes recherches sur l'acquiescement. L'idée de l'acquiescement répété, pour faire simple, c'est qu'on va se focaliser sur des situations dans lesquelles on pose des questions aux gens, dans lesquelles ils vont avoir tendance à acquiescer. Au départ, c'était une technique, Cialdini l'a repris de techniques de vente. C'est des techniques de vente bien connues des vendeurs depuis longtemps. Si on arrive à poser des questions et que la personne nous dit oui, ah, vous avez besoin, il est vieux quand même, votre chauffe-eau, oui, ah, vous aimeriez bien quand même être mieux chauffé, une température plus agréable, oui. En obtenant comme ça une série de oui qui sont faciles à obtenir parce que le vendeur posait des questions pour lesquelles il savait que a priori la réponse était très probablement oui, ça incitait beaucoup plus la personne à être dans une direction de communication qui l'incitait à la fin à passer à l'achat. Donc au départ, c'était des techniques qui venaient de techniques de vente en face à face essentiellement et qui étaient comme ça une multiplication d'acquiescement pour ensuite optimiser les probabilités que la personne achète. Ici, nous, voilà, il y a d'autres études, pas seulement la nôtre, mais où on a essayé d'étudier dans quelle mesure ce genre de processus communicationnels peuvent être utilisés, pas seulement dans la vente, mais pour obtenir d'autres types de comportements. Et on précise, voilà, c'est une procédure qui n'avait jamais été testée en conditions ordinaires, vraiment, sur Internet, dans toute la littérature, on n'a rien trouvé. Donc là, je vous ai déjà un petit peu expliqué, donc on va passer vite. L'idée ici, c'était de voir dans quelle mesure cet acquiescement répété, donc dans la communication engageante, pouvait amener un public à s'inscrire plus, voilà, à optimiser les inscriptions au programme de webinar qui était proposé par l'entreprise partenaire. Voilà, sur le plan théorique, on voulait mieux comprendre aussi les processus psychocognitifs qui tendent sous ces effets comportementaux observés. Donc là, on va vous présenter les conditions expérimentales. Je vais laisser la parole à Didier. Oui, alors en effet, comme l'a dit Lionel, c'est en termes de revue littérature, c'est très très largement théorisé. Le pied dans la porte, qui est d'ailleurs une des techniques en psychologie sociale qui a fait l'objet d'un des plus grands nombres de publications, de l'ordre de 600 ou 700, il y a déjà quelques années, je n'ai pas regardé depuis l'année dernière. Et en effet, cette technique qui consiste à obtenir d'un individu un acte préparatoire pour, sur le plan psychocognitif, le prédisposer après à adopter un comportement attendu dans une proportion plus élevée statistiquement, est usée depuis de nombreuses années et a fait l'objet de nombreuses études. Là, l'acte préparatoire qu'on va chercher à mettre en place au niveau expérimental, c'est d'obtenir dans cette succession d'approbation, cette succession d'acquiescement de oui. Alors, petite parenthèse, parce que c'était aussi relativement complexe d'opérationnaliser les variables. Donc, on a choisi deux modalités. En fait, un acquiescement qui va être considéré comme passif. Donc, passif dans le sens où quelqu'un ne va pas répondre oui avec une action, mais on considère implicitement, d'ailleurs, ça peut faire l'objet d'un débat, qu'il a acquiescé parce qu'il a pris connaissance du contenu persuasif, donc des questions dans le contenu. Alors, tout ça, ça va s'éclairer, parce qu'après, on vous a fait des copies d'écran du matériel expérimental, et on voit parfaitement le type de questions. Et après, un acquiescement actif, où là, en effet, il y a une action à proprement parler, puisqu'il faut aller dans un champ déroulant et cliquer sur oui. Ça, c'est la première modalité. Et la seconde modalité, bien sûr, c'était de faire varier le nombre de questions. Combien de questions? On est parti sur une question versus 3. On a eu un grand débat en interne aussi pour savoir combien de questions on pouvait mettre. Séverine Halimi aussi avait travaillé sur du 4 versus 7, mais en face à face. Et petite parenthèse, pour que vous puissiez bien comprendre le contexte, au sein du département dans lequel j'avais l'occasion de travailler, aussi d'être en partenariat, d'être en participation aussi observante, on a un budget de quasiment 12 millions d'euros sur l'achat d'espaces publicitaires et donc sur l'acquisition de trafic. Donc, on avait énormément aussi de données sur des comportements à étudier sur différents types de landing pages, donc de pages sur lesquelles arrivent les internautes, et notamment des pages sur les formulaires. Et donc, à partir de ça, on avait aussi, nous, isolé certaines parties pour créer des pré-tests pour savoir combien, en fait, de questions on peut se permettre de passer dans un formulaire sans que ça soit déceptif pour l'internaute.
Mais ça, on fait tous les jours. Si vous allez sur une page où il y a un formulaire qui est trop long, on quitte le dispositif. Donc, évidemment, ça aurait été extrêmement intéressant de tester une multitude de questions. Mais tester une multitude de questions, on prenait le risque aussi d'avoir des déperditions trop fortes sur le nombre de sujets après qui rentraient dans le dispositif expérimental. Et comme en effet, au niveau commercial, donc ça c'est dans la partie profane, pas dans la littérature scientifique, on faisait souvent état de la technique des 3 oui. 3 oui suffirait à augmenter en fait la probabilité d'obtenir un acte d'achat, une vente, une signature, ce que l'on veut. Donc on a choisi d'avoir 3 questions, 3 versus 1, pour ne pas après rentrer dans un dispositif expérimental qui serait beaucoup trop complexe, parce qu'on avait déjà un plan de 2, mais on va le voir, en fait, c'est un faux plan de 2, parce qu'on a une autre variable qu'on va convoquer, c'est la variable liée à la source de trafic. C'est d'ailleurs une des originalités de cette étude qui a été publiée l'année dernière. Donc, comment ça se passe concrètement? 2 sources de trafic en simultané. En fait, c'est en pseudo-simultané, puisqu'il y a un matériel expérimental dédié et strictement le même sur Facebook. Donc, c'est sur 2 sources de trafic différentes. Et vous avez des personnes qui vont chercher typiquement des requêtes clés, des mots-clés pour faire afficher. Donc, ça crée le déclenchement d'une annonce sponsorisée sur Google Ads et on recrute les participants comme cela. Idem sur Facebook. Ce qui est important, c'est que pour éviter tous les biais ou toutes les variables parasites liées à un contexte écologique, c'est qu'on a fait le contraire de ce que l'on fait habituellement quand on gère des campagnes payantes sponsorisées. Typiquement, on a vraiment sélectionné qu'une minorité de mots-clés, webinaire e-commerce, conférences e-commerce, formation e-commerce en ligne, de façon à être en adéquation, la plus proche, avec l'intentionnalité qui consistait aussi à rentrer dans un dispositif où je cherche une formation en e-commerce. Et aussi, parce qu'il y a d'autres études, la littérature, surtout anglo-saxonne, est assez riche sur l'impact persuasif des publicités online. Donc, on a fait en sorte aussi que le wording et que le contenu de la publicité soit exactement conforme à ce qui se trouve sur la page de destination après. Donc, on n'a pas fait varier. Typiquement, quand je montre une campagne classique pour un client, au niveau opérationnel, on laisse l'IA de Google générer aussi différentes formulations persuasives, de façon à après sélectionner la publicité qui obtient le meilleur taux de clic. Là, ce n'est pas ce qu'on a voulu faire pour isoler. Donc, on est resté comme ça sur cette publicité et uniquement celle-là. Et sur Facebook Ads, je n'ai pas la copie d'écran de la publicité, mais c'était exactement pareil. C'était le même fond d'écran que sur la page de destination et avec le même message persuasif, c'est-à-dire visioconférence, formation rapide et gratuite. Aussi simple que ça. Donc, ça, c'est pour le recrutement des sujets. Donc, avec en effet, un nombre de sujets assez important, 548 sur la Google et 2808 sur Facebook. Mais on verra pourquoi il y a cette différence aussi d'échantillonnage, parce qu'évidemment, on a plus de pertes sur Facebook que sur Google Ads. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que vous disiez, Thilo, sur la mobilité. Petite parenthèse aussi, on a pris le parti de ne pas diffuser sur mobile. Parce que justement, par rapport aux data que l'on avait sur les niveaux de conversion sur mobile, on se rendait bien compte que le niveau de conversion est beaucoup plus faible sur mobile. Donc, on a choisi d'être focus sur desktop. Et pour des critères sociodémographiques le plus lissés possible. Voilà. Parce que sur mobile, on a plus des niveaux de conversion qui sont cross-canal, avec une découverte d'abord et après un retour sur le mobile. Et justement, petite parenthèse aussi, pour comprendre que en contexte écologique, il faut éviter que la même personne revienne sur le dispositif, ou il faut éviter qu'elle sorte et qu'elle puisse revenir, sinon ça fausse la stat. Donc c'est pour ça que c'était isolé en fait, et qu'on a voulu ne pas créer cet aspect cross-canal que l'on trouve sur mobile, dire je découvre une page, je dis c'est sympa, je reviens par la suite. Non, une fois qu'on était rentré dans le tunnel, soit je quittais le dispositif et je ne pouvais plus revenir, et je n'avais pas le moyen de revenir par un autre lien en fait. Donc on a fait ça techniquement avec un logiciel Unbounce qui a été utilisé aussi dans d'autres expérimentations, dans d'autres publications, dans la littérature scientifique, et c'était aussi totalement randomisé. Donc sur le plan, il y a toujours des biais en contexte ordinaire, mais on a quand même essayé de travailler autant que faire se peut pour les limiter, justement pour être dans les meilleures conditions possibles pour notre expérimentation. Alors voici, là je comprends mieux. L'internaute a tapé formation, par exemple, e-commerce gratuite, il arrive sur cette page, et ce contenu persuasif est totalement fixe, et on ne peut pas s'échapper. Il n'y a pas de header avec un menu, il n'y a pas non plus de lien dans le reste de la page.
Après, dans les variables, on va faire on a un focus d'ailleurs dans quelques lignes, dans quelques diapositives, pardon, après. Ça, c'est fixe, évidemment. Après, il y a bien sûr aussi d'autres éléments de rassurance qui sont classiques dans la construction du landing page. Mais là, on va rendre les variables, comment dire, opérationnalisées. C'est ici où on va faire varier à la fois le nombre de questions et à la fois la typologie en fait, de questions, ici, actif ou passif, parce que c'est là qu'on va pouvoir soit rentrer dans l'action ou uniquement pouvoir lire les questions. Ça, c'est la première étape de navigation. Seconde étape, j'ai répondu aux questions. Oui, j'aimerais bien me former parce que je trouve que les formations en ligne sont intéressantes, parce que c'est gratuit, ainsi de suite. Les trois, oui. Et j'arrive ici. Et ça, bien, donc, cette première étape, c'était l'acte préparatoire, classique, hein, par rapport à une technique de pied dans la porte. Et ici, c'est comportement attendu. Donc, en effet, l'effort à faire, c'est de rentrer prénom, nom, c'est la collecte en fait, d'opt-in, et de valider l'inscription. Et on va le voir, c'est très important, parce qu'on va donc faire après des découpages et des analyses statistiques selon les deux niveaux en fait, dans lesquels on va étudier les comportements. La première variable dépendante, ça va être le taux de clic sur la première page, et la seconde, l'obtention finale du comportement attendu, qui est ici. Mais tout à l'heure, Lionel faisait état des autres expériences, notamment en citant les expériences Princeps, que ce soit à Palo Alto ou alors les premiers pieds dans la porte. En face à face, les sujets ne s'échappent pas. Parce que les normes sociales font que forcément, quand on rentre dans une expérimentation, vous n'allez pas, comment dire, claquer la porte et partir. Sur Internet, non. Donc, on allait forcément avoir des déperditions. Et donc, dans la plupart de la littérature, les statistiques englobent la totalité des sujets sans faire de différence entre le nombre de sujets qu'on a à chaque étape, en fait. Donc, nous, on a bien fait un découpage statistique et après, justement, une analyse des Q2 sur les différentes étapes pour mieux comprendre nos résultats. Voilà, donc ça, c'était une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'il est important de le comprendre. Rapidement, les 4 conditions, les voilà. Donc, une première question, comment dire, avec un acquiescement passif, parce que là, je n'ai pas d'action à réaliser. 3 questions en passif, 3 questions en actif et une seule question en actif. Et la condition de contrôle, classiquement, comme ce type de procédure, c'est d'orienter directement l'internaute vers le comportement attendu, donc vers la deuxième page du dispositif expérimental, mais qui était isolé dans ce cas-là pour des sujets qui étaient randomisés vers la condition de contrôle. Évidemment, à chaque fois, c'est des questions comme l'exprimer la littérature qui sont relativement évidentes. Est-ce que vous voulez connaître les meilleures pratiques? Oui. Est-ce que j'ai mes formations en accès libre? Parce qu'évidemment, c'est en distance. Et la formulation vous semble-t-elle importante? La formation vous semble-t-elle importante pour réussir? Et on savait aussi qu'on pouvait avoir un biais, éventuellement, selon l'ordre dans lequel apparaissaient les questions. Et c'est pour ça que lorsqu'on a un acquiescement unique, là aussi, il y a une randomisation sur le type de question qui est sorti. Alors, comme le temps défile vite, on va rapidement vous présenter les hypothèses, mais on va aller plutôt vite sur les résultats. Donc, les hypothèses étaient assez simples, là, je passe très vite. On s'attendait à ce que dans les conditions d'acquiescement, donc actif, à la fin, on ait plus de personnes qui s'inscrivent au webinaire que dans les conditions où c'était des acquiescements passifs. L'autre hypothèse de l'autre variable, c'était que quand l'acquiescement était répété, on aurait aussi plus d'inscriptions, donc plus d'effets comportementaux que lorsque c'est des acquiescements uniques. Puis après, on avait bien sûr un grand classique, un comparatif par rapport à la condition de contrôle. Et une hypothèse qui est exploratoire, c'était justement de reconvoquer la seconde variable, pas l'autre, la troisième en fait, pour comparer les différences comportementales selon l'origine du trafic, Google versus Facebook. Alors, bon, là, je vais pas prendre de temps trop pour vous expliquer. Didier l'a déjà fait. C'est juste pour vous remontrer que vraiment tout le parcours de navigation potentiel, les gens arrivent soit des internautes, soit de Google, soit de Facebook. Ils arrivent sur la première page. Là, on va considérer que c'est notre effectif N1. C'est important que vous reteniez ça parce que j'en parle ensuite dans les résultats. Donc, le N1, c'est le nombre de personnes qui sont arrivées jusque-là à ce moment-là. Ensuite, il y en a qui partent, qui en fait, voilà, répondent pas à tout, ils cliquent pas, ils ferment la fenêtre, ils s'en vont.
Et il y en a qui effectivement répondent oui ou 3 fois oui, etc. Et du coup, ils arrivent sur la deuxième page. Ça constitue du coup notre effectif N2. Là, c'est le nombre de personnes qui arrivent effectivement sur la deuxième page. Et ensuite, encore là, il y en a, ils sont arrivés jusque-là, jusqu'à N2. Et puis après, finalement, quand on leur demande leur nom, leur mail ou quoi, c'est trop, voilà, trop engageant. Ils ne le font pas, ils s'arrêtent, au revoir. Et d'autres qui, effectivement, vont jusqu'au bout et rentrent leurs coordonnées pour vraiment s'inscrire et demander à ce qu'on les convoque au webinaire. Donc, au début, je vais vous présenter des résultats globaux dans lesquels on ne différencie pas les sources Google et Facebook, puisqu'on y revient juste après. Donc là, je vous présente un premier résultat qui est les résultats par rapport à N2, c'est-à-dire le nombre de sujets qui, effectivement, vont réaliser le comportement final s'ils sont arrivés jusqu'à la dernière page. Donc, en gros, ça dit quoi? Ça dit qu'avec un acquiescement passif, on a 47% ici des gens qui, effectivement, qui sont arrivés jusque-là, qui vont effectuer le comportement final. Et il y en a 89% qui, étant arrivés de la première vers la deuxième page, vont, une fois qu'ils sont là, effectivement réaliser le comportement final. Donc, on voit une très forte différence, là, bien sûr, significative là, avec un qui 2, où on multiplie quasiment par 2 le nombre de personnes qui vont effectivement, donc on y reviendra, mais avec simplement cette variable, on multiplie de beaucoup le nombre de personnes qui réalisent le comportement à la fin, alors que pourtant, on rappelle que tout le reste du protocole, tout le reste de la navigation, le reste de la communication, du message, quoi, tout est identique par ailleurs. La seule différence là entre eux, c'est qu'il y en a un, il a vu les oui qui étaient précochés avant de dire oui, je veux aller à la suite. Et l'autre, il a dû à chaque fois aller cliquer un menu déroulant qui lui propose oui ou non. Il dit oui, un menu déroulant d'après. Et il est obligé de faire ça avant de pouvoir cliquer. S'il essaie de cliquer tout de suite pour passer après, ça l'oblige à répondre oui, non à chacune des questions. Donc ensuite, là, la même chose, je passe rapidement, mais sur l'effet de unique versus répété. On voit qu'effectivement, ça marche mieux comme dans notre hypothèse quand il y a plusieurs acquiescements que lorsqu'il y en a un seul. On passe de 54% à 74% de réalisation finale de l'inscription. Ensuite, là, pour bien comprendre, c'est là qu'il faut garder en tête le N1 ou le N2. Pour l'instant, ça paraissait des chiffres très impressionnants, d'ailleurs, 89% mais il faut considérer que c'était calculé seulement sur les gens qui avaient effectivement réalisé tout le premier comportement. Si on regarde maintenant par rapport à tous les gens qui arrivent sur le dispositif, ils sont là, ils arrivent de Google ou de Facebook, et qu'on refait les calculs, combien à la fin s'inscrivent effectivement au webinaire en calculant sur le nombre de personnes qui étaient effectivement arrivées. Là, on a un taux global, que je vais après vous redétailler, mais de 7,4%. Quel que soit les... Non, là, on est en acquiescement répété actif, c'est-à-dire la condition sur laquelle le croisement de nos deux variables, on s'attendait à l'effet le plus important, parce que répété et actif, par rapport à une situation de contrôle où ils sont arrivés directement sur la page. Donc, on voit là 7,4, c'est moins important, mais c'est déjà beaucoup plus important qu'en situation de contrôle. Et on y reviendra, mais comme le disait Didier, avec des coûts aussi importants pour amener du trafic sur le site, on voit que ce n'est pas négligeable du tout de pouvoir augmenter le nombre de... C'est d'autant plus important que si on se réfère non pas par rapport à la littérature, mais à ce qu'on échange en termes de bonnes pratiques, aujourd'hui, la grande tendance, c'est pareil, le CRO, c'est-à-dire il y a des cabinets spécialisés que je fais intervenir dans un master en partenariat dont je m'occupe à Paris, c'est quoi, cabinet Convertéo, mais en fait, c'est 400 consultants dont l'objectif principal, c'est d'optimiser les taux de conversion. Parce qu'aujourd'hui, justement, l'inflation aussi oblige, les coûts d'acquisition de trafic explosent. Et à cause de l'infovisibilité aussi créée par l'IA et le fait que justement on cherche aussi à spammer les contenus, ça devient de plus en plus difficile de se positionner en organique. Donc il faut passer par du payant. Donc la plupart des sociétés se disent je vais capitaliser sur la conversion que j'ai sur mon trafic. Donc quand je passe de 2 à 3% en fait en termes de conversion, c'est peut-être des millions d'euros en termes de chiffre d'affaires si je fais par exemple des leads qu'après je vais traiter commercialement ou pour le e-commerce. Et d'ailleurs, statistiquement, nationalement, les taux de conversion e-commerce se situent autour de 2-3%. Et quand on cherche à capter des leads, donc juste un contact, nous, ce qu'on a fait, quand on est à 5%, on sait qu'on a des campagnes qui fonctionnent déjà pas mal. À 10%, c'est vraiment
bien pensé. Donc là, évidemment, on a des taux qui sont satisfaisants parce que c'est gratuit et que les gens s'inscrivent gratuitement pour participer à quelque chose qui va les intéresser, une conférence en ligne qui va les former. Mais c'est pour vous dire qu'en contexte, ces taux sont juste en fait tout à fait normaux, normaux et classiques, et que le fait après de multiplier parfois par 4 un taux d'acceptation finale, ça peut représenter des opportunités en termes de pratique. De façon complémentaire, on a comparé ce qui se passait en fonction des sources Google et Facebook. Alors, la première chose qu'on peut dire quand même avant de présenter ça, c'est que globalement, les effets fonctionnent, c'est-à-dire les effets de nos hypothèses principales de l'acquiescement répété actif fonctionnent aussi bien avec des sujets qui sont issus du flux de Google ou du flux de Facebook. Si on prend les analyses séparément selon les deux flux, on retrouve exactement les mêmes effets. Mais pour autant, quand on prend globalement toutes les conditions expérimentales, c'est-à-dire sans tenir compte de acquiescement ou pas, etc., entre Google ou Facebook, on a globalement un taux de conversion à la fin qui est beaucoup plus important lorsqu'ils arrivent de Google que lorsqu'ils arrivent de Facebook. Ça correspond à notre hypothèse exploratoire. Là, c'était moins étayé théoriquement, mais l'idée qu'on avait avec Didier, c'est que dans le cas de Google, il y a une intentionnalité. C'est des gens qui ont saisi des mots-clés. Ils étaient vraiment en recherche d'une formation e-commerce, etc. Ils avaient tapé quelque chose, ils cherchaient ça. Donc, ça nous semblait logique qu'une fois qu'ils allaient arriver sur une page qui le leur propose, ils seraient quand même nombreux à saisir l'opportunité. Alors que dans le cas de Facebook, c'est quand même différent. L'accroche, le message était le même. Mais il faut imaginer que la personne, elle est sur Facebook, elle est en train de faire autre chose, de scroller, de regarder son mur, etc. Et elle voit à un moment une publicité. Alors, les algorithmes font que peut-être que quand même il a ce genre de centre d'intérêt où il était éventuellement en train de regarder des choses là-dessus, quoi, mais il n'avait pas forcément d'intentionnalité à ce moment-là précis de chercher une formation e-commerce. Donc, ça nous semblait tout à fait logique de faire l'hypothèse que quand ils allaient arriver, quelles que soient les conditions, ce contrôle ou les conditions expérimentales, les sujets de Facebook qui arrivaient selon le flux Facebook, très probablement auraient moins tendance à aller jusqu'au bout et à s'inscrire au webinaire. Donc là, on voit que c'est massif. On a quand même une très grosse différence si on prend l'ensemble des conditions, de l'ordre de 3% de ceux qui arrivent du flux Facebook à 22% de ceux qui arrivent du flux Google. Là, qu'est-ce qu'on présente? Nombre de personnes inscrites au programme. Alors non, en plus, je suis allé trop vite. Là, ce que je viens de vous dire, c'est tout ce qu'il fallait que je dise sur cette slide-là. Et donc, les ordres de grandeur, c'est 2% et 14%. La slide d'avant, c'est juste la même chose, mais en fait, là, c'est regarder combien vont franchir la première étape. Parce qu'on avait aussi peur que ceux qui, justement, arrivent de Facebook et qui soient moins intéressés, moins motivés ou quoi, que finalement, ils ne réalisent pas notre première étape. Et du coup, bon, c'était pas gênant, mais ça aurait modifié nos analyses à la fin. On s'était dit, ils risquent, notamment quand on leur demande des acquiescements répétés, où c'est un peu plus coûteux, ça prend un peu plus de temps, il y a plusieurs clics ou quoi, s'ils arrivent en étant moins intéressés, moins motivés, on a peu de différence à ce niveau-là. On a une différence globale entre Google et Facebook, donc on voit que c'est massif, il y en a beaucoup plus qui passent à l'étape d'après, mais il y a peu de différence entre les conditions. Et ensuite, finalement, lorsqu'ils arrivent sur la dernière page, il y a un taux de conversion qui est quand même très important. C'est pour ça que les taux sont relativement similaires là entre la slide d'avant et celle-ci. Pour finir sur les résultats, parce qu'on a déjà dépassé le temps largement, juste pour vous montrer une sorte de synthèse, finalement, là on est sur N1, c'est-à-dire vraiment sur l'ensemble du flux, là, pas seulement ceux qui sont arrivés sur la deuxième page, mais quand on fait les calculs sur l'ensemble des internautes qui sont arrivés au départ dans le dispositif. Si on part du plus bas, on part de 1% en contrôle de gens qui arrivent du flux Facebook et qui vont vraiment s'inscrire pour le webinaire. Facebook avec l'acquiescement répété actif, qui est la condition expérimentale qui fonctionne le mieux selon nos hypothèses théoriques. On a quand même, ça paraît peu, 3,2%, mais c'est déjà une multiplication par 3 du taux de conversion, donc c'est quand même très important. Ensuite, en contrôle pour Google, on a 10%, comme on vient de l'expliquer, avec des gens qui a priori sont quand même plus motivés, plus intéressés, qu'on transforme en 26% dans le cas de l'acquiescement répété actif. Et donc, si on croise les deux, si on tient compte quand même de notre variable aussi Facebook, Google, on voit que
c'est énorme. C'est quelqu'un qui ferait plutôt sa campagne sur Facebook et qui utiliserait plutôt un schéma classique aurait un taux de conversion extrêmement faible. Alors qu'en ciblant plus par Google ici et en orientant sur l'acquiescement répété actif là, dans la communication plus engageante, obtiendrait là, plus d'un quart des transformations à la fin, ce qui est vraiment énorme par rapport au taux qu'on peut observer en général dans ce genre de campagne. Et voilà, la discussion va faire rapide. Là, je crois que je vais passer parce que je vous ai déjà fait plus ou moins une synthèse des résultats. Oui, on va juste plutôt... ce qui est juste intéressant sur celle d'avant, cette diapositive, parce que c'est en lien après ce qu'on va dire après, c'est de se dire, OK, on a une déperdition, mais tout à fait classique, on comprend des sujets sur Facebook. Mais une fois qu'on a obtenu l'acte préparatoire sur Facebook, en fait, le niveau de persévérance dans l'action est quasiment aussi fort, 94% dans un cas, 96% dans l'autre. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant parce que comment ça se passe au niveau psychocognitif, on peut élaborer énormément de réflexions ou de modèles par rapport à ça. C'est-à-dire que je n'étais pas forcément dans l'intention d'être confronté à un tel type de contenu persuasif, mais après, en orientant la concentration, donc après en réorientant en fait, l'allocation des ressources cognitives sur des questions en étant acteur, je vais sans doute être beaucoup plus concentré et donc peut-être mieux élaboré. Et dans ce cas-là, j'arrive à réorienter en fait. Alors, est-ce que c'est de l'ordre du renforcement pro-attitudinal? Si j'étais déjà prédisposé, on peut en débattre. Ça fait une question qu'on a aussi énoncée dans nos discussions dans les articles. Et c'est ça qui est quand même extrêmement intéressant. Et oui, et ce qui nous amène aussi, ça fait quoi ce que je viens de dire? Rapidement, oui, il faut, comment dire, évidemment, beaucoup travailler sur la typologie de questions, puisqu'on avait fait même des pré-tests avant, ou même selon la typologie de questions, on n'obtient pas forcément des bons résultats. Si la question est trop basique en tant que telle, quelque part, l'internaute, c'est déceptif, part. Alors, et si la question est trop complexe, évidemment. Donc, on avait fait un travail dont je vous passe avec des pré-tests pour la sélection des questions. Donc, effectivement, là, on n'aura pas le temps de vous présenter ça, mais c'est important pour nous aussi de montrer que c'est pas parce qu'on utilise là une théorisation ou qui passe par une mise en action là que ça enlève tout le reste de ce qu'on peut réfléchir sur la communication. Là, tout le matériel avait été fait avec des pré-tests en se concentrant sur les usages, les représentations des utilisateurs potentiels. Voilà. Donc, pour nous, ce qui est important là, c'est de dire que certes, là, ces travaux-là montrent que même un changement minime, ça paraît quand même assez minime, peut avoir des effets comportementaux importants. Et donc ça, c'est le résultat principal pour nous. Que les internautes ont quand même été plus nombreux lorsque ils arrivaient du flux Google, et ça montre donc que l'acquiescement répété, même si elle a un effet très important sur les résultats, ça ne reste qu'une variable parmi d'autres à prendre en compte dans l'ensemble de la communication. Ici, la source de laquelle ils arrivent, mais aussi le matériel expérimental qu'on a construit, les usages, Didier l'avait fait avec d'autres experts de l'entreprise qui étaient habitués à faire ce genre de matériel. Et c'est vrai que parfois, c'est ça qui est difficile pour les chercheurs quand on n'a pas une entreprise partenaire ou des spécialistes, c'est qu'on a peut-être des fois du mal à construire le matériel. On a des variables théoriques, mais la façon dont on va l'opérationnaliser peut parfois être maladroite et ça peut aussi biaiser les résultats. Et donc, c'est très important. Voilà, on voulait aussi insister sur le fait que, certes, il y a la variable théorique, mais il y a aussi tout le contexte plus même sémiotique qui peut accompagner. Oui, en fait, il y a un double effet micro, c'est pas qui se coule, mais pourquoi double effet micro? Parce que pour rapidement, hein, parce qu'on est au moins un échange. Allez, il y aura une question maintenant. Je vais les... Allez, on va s'arrêter là-dessus. C'est terminé. On déjeunera ensemble. Merci de votre attention. On les applaudit. Je vais donner la parole à Thilo pour sa discussion par rapport à cela. Je donnerai la parole à une personne à distance et dans la salle, une personne. Et après, de toute façon, on déjeune ensemble dans la salle. Donc, c'est parfait. J'ai bien vu. Je donne la parole à Thilo. On a fait 35 minutes sur le repas. Merci. Alors, je vais faire brièvement. J'étais déjà très impressionné par
par cette démarche écologique parce que j'ai pensé, en plus, on n'aurait pas pu faire autrement. On n'aurait pas pu obliger des étudiants, par exemple, à remplir ça. Ça n'aurait pas marché parce qu'il faut la motivation derrière. Et donc aussi, le fait que vous avez intégré la comparaison Google-Facebook, je pense, si on avait intégré mobile, peut-être ça aurait été un peu comme Facebook, ou c'est une question que je vous pose, parce que peut-être pensant fluidité, là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait 3 barrières contre la fluidité. Et moi, venant de ce côté-là, j'étais vraiment surpris par la réponse que, à la fin, il y a plus qui arrive. Donc, une question, c'est peut-être la question, c'est du coup, comment vous pensez, même s'il faut spéculer, comment ça aurait été avec les usagers mobiles, comment ils seraient passés par ces questions-là? Alors, on l'avait mis de côté, pourquoi? Parce que sur d'autres pré-tests, et avec une solution qui s'appelle Analytics classique, mais avec une solution qui s'appelle Hotjar, on analyse le mouse tracking et on fait aussi des tests utilisateurs qualitatifs de 4 ou 5 personnes et on couple les données. Et étant donné qu'il faut être responsive, l'ordonnancement du matériel persuasif n'est pas tout à fait le même. Donc on ne pouvait pas être toutes choses égales par ailleurs. Donc il y avait un premier problème par rapport à ça. Et secondo, sur les niveaux de conversion en lead gen, c'est-à-dire en captation de contacts, sur d'autres campagnes, on voyait qu'on avait des taux de conversion qui étaient divisés par 2 ou par 3 sur Facebook en first contact. Et par contre, on avait des conversions en fait multicanales parce que quelqu'un pouvait mémoriser, en fait, et ça on le voyait dans les entonnoirs de conversion Google Analytics, c'est-à-dire que je mémorise la page, c'est intéressant cette visioconférence, mais je reviendrai soit en fil organique ou par une autre publicité, ainsi de suite. Mais si on permettait une navigation cross-canal, on alimentait en biais et en variable, comment dire, parasite le dispositif. Donc, vous pouvez s'atteindre à une moindre conversion. Donc, évidemment, ça fait partie des perspectives de recherche qui sont extrêmement intéressantes. C'est après de transposer ça spécifiquement à mobile et après d'avoir une autre comparaison mobile versus desktop en essayant de rendre homogènes les situations. Ça, c'est le premier point. Et le second point, pour rebondir sur ce que vous disiez sur la fluidité, ce que c'est extrêmement intéressant, c'est qu'on rentre aussi, on va convoquer d'autres paradigmes qui sont de l'expérience utilisateur. On va voir dans quelle mesure les interactions sont rendues de plus en plus fluides d'une page à l'autre et en fonction de ce que je fais sur la page. Et ça, c'est un champ de recherche qui est transverse, convoqué en sciences de gestion, aussi bien qu'en communication, et qui, entre guillemets, est une tendance aussi un peu forte de l'actualité. Juste pour ajouter par rapport à votre surprise qui, moi, m'interpelle, puisque c'est ça justement qui nous intéresse, c'est on pourrait faire une hypothèse plutôt comme ça, spontanée, naïve, qu'au plus on va mettre de barrières, au plus on va perdre des internautes au passage. Et justement, c'est tout le champ théorique de l'engagement, de la communication aux gens, du pied dans la porte, de l'acquiescement répété ou quoi, qui montre que finalement, oui, si on en fait trop, on va perdre tout le monde, mais si on en fait juste assez, on va potentialiser au contraire les comportements. Ça me fait penser, pour vous donner un exemple hors des médias, une étude de Jolet où, pour que les gens trient mieux, ils avaient mis les poubelles de tri un peu plus loin, ce qui est complètement contre-intuitif. On se dirait, les gens, ils vont encore moins faire l'effort, ils vont jeter ça n'importe où. Le fait de devoir faire quelques pas supplémentaires pour aller jusqu'aux poubelles faisait que du coup, ils le faisaient, parce que finalement, c'était pas grand-chose, et ils faisaient plus d'efforts pour bien trier. Et donc, on est dans la même logique. Si on demande suffisamment, mais pas trop, juste ce qu'il faut pour que ça ne constitue pas une échappatoire et une raison de s'arrêter. Ça reste quand même relativement fluide. Voilà, là, 3 clics, ça va quand même assez vite. Si on en faisait trop, très probablement. Et sur mobile, il faudrait le tester. Je pense que quand même sur mobile, si c'était fluide de cliquer, peut-être pas un menu déroulant, mais une interface où on a juste besoin de faire tac, 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 ça dit oui, 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 je pense que ça pourrait très bien marcher aussi. Alors déjà, pour faire un lien avec l'introduction de Didier, puis pour poursuivre, on est quand même dans le paradigme des effets pour ce type d'études, donc pour bien voir les liens. Alors, on peut le discuter justement. La question, justement, vous aurez remarqué que j'avais mis non pas un pied dans la porte, mais une porte au nez, en vous disant pas de prise de parole dans la salle, mais je vous laisse la parole, cher Philippe. Donc, Philippe, tu as la parole pour des questions et pour cette discussion sur le paradigme. J'ai 2 questions. Les réponses peuvent être longues. Soyez pas trop longs d'ailleurs, mais la première est courte.
est-ce que vous êtes dans de la communication engageante ou de la communication persuasive? Bon, ça, c'est une première question. La deuxième question, est-ce que vous avez envisagé d'aller observer, étudier, alors est-ce que c'est les effets et les usages, je ne sais pas, mais ce qui se passe ensuite quand ils assistent au webinaire? Est-ce qu'ils participent réellement? Et quel est leur taux d'engagement pendant le séminaire, éventuellement de satisfaction? Ouais, alors ça, c'est une question qu'on s'était posée. Alors, dans l'ordre. La deuxième. Persuasive versus engageante, on est dans une approche totalement mixte. Parce qu'en fait, on ne peut pas demander un comportement si vis-à-vis de ce comportement, il n'y a pas des éléments qui sont persuasifs et qui font partie du wording ou de la construction, qui vont donner aussi du sens. Et c'est aussi le cas lorsque je regarde la publicité avant de venir. Donc, on ne peut pas être 100% persuasif ou 100%. Oui, les deux. De mon point de vue, si vous avez un vrai acte d'engagement, c'est qu'il participe au webinaire. Qu'il soit satisfait ou pas, à la limite, ce n'est pas très grave. Mais de mon point de vue, vous êtes sur du persuasif, où en gros, ils sont sur du déclaratif. Ils chargent le programme. Mais l'engagement, c'est de participer ensuite. Ah oui, tout à fait. Alors ça, je pense que sur votre travail, il serait très intéressant, de mon point de vue, de continuer justement et de voir les effets. Voilà. Et alors, effet, usage, il y a quand même dans votre propos au tout départ la volonté, je l'ai noté, d'améliorer la communication. Donc, ça suppose aussi que vous avez construit votre dispositif, peut-être à viser justement d'usage, pour prendre un terme un peu valise, hein, mais voilà, c'est-à-dire que votre stratégie, c'est d'arriver à convaincre les gens de venir pour quelqu'un qui organise le webinaire. Vous voyez, donc, bon, voilà, donc je pense qu'on est plutôt transverse et ça rebondit un peu sur le thème de l'intitulé de ta présentation de ce matin. Finalement, quand est-ce qu'on peut cloisonner? Honnêtement, je ne sais pas. Hein. Après, sur le nombre de personnes, évidemment, c'est une question qu'on s'était posée parce que l'engagement le plus fort consiste après à être présent à la visioconférence. On suspecte, et sous réserve, que oui, en effet, il y a eu plus de personnes. Mais comme il y avait des problématiques d'ordre technique, puisque pour isoler au mieux le matériel expérimental, ce n'était pas des données qui étaient directement intégrées dans le CRM et qui alimentaient la base mail et qui renvoyaient toutes les informations de participation avec le lien d'inscription webinar. Ça se fait dans le dispositif classique, dans lequel on peut s'échapper, mais sur lequel on n'avait pas de volonté scientifique. Et pour bien cadrer le matériel expérimental, il a pu le faire à part. Donc, il y a eu un délai entre la captation totale des mails, le transférer ces mails à un responsable de com qui l'a envoyé. Et parfois, on avait constaté aussi que les personnes étaient déjà clientes chez nous et sous un autre pseudo ou un autre mail, participaient quand même. Donc, en fait, on avait des problématiques purement techniques et donc statistiques. Et on ne pouvait pas se permettre de travailler sur ces données parce qu'elles n'étaient pas fiables. Mais sinon, bien sûr, ça aurait été super intéressant de voir effectivement combien données réellement. Ce qui est une grande limite pour globaliser, une grande limite de toutes les méthodes expérimentales qu'on peut faire, c'est que c'est souvent sur des intentions comportementales et calé au comportement. C'est extrêmement compliqué, mais c'est une des limites, tu as raison de le souligner, qui est d'ailleurs généralement explicitée dans ces recherches expérimentales. Une question rapide de Pascal Bernard, qui sera la dernière dans la salle, puis Stéphane. Du coup, concernant la question répétée au niveau théorique, à partir de combien de questions, un non, un oui, on peut considérer qu'il s'agit d'un dispositif d'acquiescement répété? Est-ce que c'est à partir de 2 questions? Alors, et jusqu'à combien d'ailleurs? Ça serait intéressant. Ça, c'est une première partie de ma question. Deuxième partie de ma question, c'était sur les questions proposées. Visiblement, vous les avez testées. J'aimerais bien savoir comment et auprès de qui vous les avez testées. Et enfin, je me posais d'ailleurs la question sur cette fameuse question, à la question d'ailleurs, voulez-vous connaître les meilleures pratiques du e-commerce? J'imagine que nécessairement on répond oui, idéalement, mais je me demandais s'il n'y avait pas un effet de réactance qui pouvait être mesuré dans le cadre de cette étude, qui est d'ailleurs très très intéressante, et je vous remercie tous les deux, et je suis d'ailleurs très heureux de vous revoir. Alors, je vais commencer et je te laisserai j'aurais dû noter toutes tes questions, mais je peux reprendre. Non, mais vous pourrez en discuter lors du déjeuner. Ouais, on pourra en discuter. Non, mais il va y aller. Mais il va répondre quand même juste pour répondre sur combien d'acquiescements. Ça, c'est une question importante.
il n'y a absolument pas suffisamment de littérature pour pouvoir répondre de façon claire à ça, parce qu'on est les premiers à le faire vraiment sur Internet. Et les précédentes, ça a été fait en face à face, mais même le nombre de recherches vraiment publiées sur la question répétée est très limité. Et ça, c'est même une discussion théorique que j'avais eue avec Séverine Halimi qui a un peu collaboré. C'est qu'on a trop de tendance dans la littérature à croire qu'à partir du moment où on a un résultat, ça y est, ça montre que. Et donc, c'est pas parce qu'il y avait une autre étude, notamment laquelle j'avais collaboré avec Séverine, qui montrait que 4 ça marchait, 7 c'était trop, et pour elle c'était même pas la peine de tester 3 puisqu'on avait vu, on avait testé même 2, 3, 4, ça marchait mieux 4 quoi. Sauf qu'en fait ça dépend tellement des contextes, ça dépend tellement des matériels, on peut pas du tout transposer tel quel en face à face, etc. Donc il faut, de mon point de vue, avoir, pas plusieurs, mais même dans l'idéal, des dizaines de recherches là-dessus avant de pouvoir commencer à faire des méta-analyses et pouvoir commencer de façon un petit peu sérieuse à pouvoir dire vraiment, on voit que c'est plutôt entre temps et temps, ça marche mieux. Et puis après, au contraire, si on en met trop, ça commence à redescendre. Donc là, il n'y a absolument pas le recul suffisant. Et ce n'est pas une recherche qui peut le montrer de mon point de vue, mais un ensemble de recherches qui multiplient. Mais sinon, d'un point de vue théorique, j'ai envie de dire de façon très bête, à partir de 2, c'est répété. Donc théoriquement, déjà, voilà, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'au nombre où ça devient contre-productif parce qu'effectivement, et un peu dans le même sens de ta dernière partie de question, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une réactance? Oui, si vraiment on pose des questions trop bêtes aux gens et que vraiment ils ont l'impression qu'on les prend pour des idiots, c'est comme un vendeur qui dirait alors, je suis bien chez vous? Oui, alors, vous êtes bien un homme? Bon, là en plus ce serait litigieux, mais si vraiment c'est totalement idiot, effectivement, ça ne va pas marcher non plus. Il faut quand même que la question puisse avoir du sens, fasse sens, et que la personne en y répondant, réellement, elle-même, c'est un acquiescement, mais nous, de mon point de vue, c'est vrai que, comme le disait Marie-Pierre, j'essaie de travailler sur les liens entre communication, représentation, action, engagement. Pour moi, le sens est très important, et de mon point de vue, quand quelqu'un répond, c'est pas seulement qu'il a une information et qu'il la donne à son interlocuteur, c'est qu'au moment même où il la donne, au moment même où il dit oui, il prend conscience lui-même qu'il est d'accord avec ça. Et donc, pour moi, il y a une élaboration même de sa propre réponse qui fait que, en le poussant à dire oui, c'est pas juste mécanique, justement, ah ça oui, etc. C'est que quelque part, en disant oui, effectivement, oui, c'est vrai, ma chaudière, elle est un peu vieille. Oui, c'est vrai que je préférerais qu'elle chauffe plus vite l'eau parce que je me gèle au début de ma douche. Et donc, quelque part, c'est le pousser à réfléchir. Et dans son acquiescement, il y a le fait que lui-même élabore quelque chose auquel il n'était pas forcément en train de penser à ce moment-là et que ça le pousse à y réfléchir, etc. Donc, les questions sont très importantes. C'est pas du tout mécanique, justement. Ouais, voilà, j'essaie de lutter contre l'image que pourrait avoir ces techniques-là qui donnerait l'impression que c'est vraiment bête et méchant, mécanique, on fait faire un truc, tac, tac. Non, c'est que derrière, ça évoque du sens et c'est ça qui est important. Pour terminer, je donne la parole à Stéphane Amato qui va être bref, n'est-ce pas, Stéphane? Oui, très bref. Enfin, je vais essayer. Déjà, non, tu vas réussir, j'en suis certaine. Oui, merci. Alors déjà, merci de cette intervention qui me touche particulièrement parce que j'ai fait ma thèse de doctorat et d'autres travaux sur Bon, moi j'ai appelé ça la communication numérique engageante, peu importe. Sur la question qui a été posée, est-ce que c'est de la communication engageante ou est-ce que c'est de la communication persuasive? Je crois qu'il y a 2 éléments définitoires qui peuvent aider. C'est que déjà dans la définition de la communication engageante, il y a l'articulation de l'engagement et de communication persuasive. Donc déjà, elle est forcément présente. Sur l'engagement, il faut bien voir, je crois, et les intervenants pourront me contredire ou aller dans mon sens, que Joule et Beauvois ont permis une redéfinition de ce qu'était l'engagement à partir des travaux de Kissler, qui disait que c'était le lien qui unit l'individu à ses actes comportementaux. Lui, Joule et Beauvois ont dit c'est parce qu'il y a production d'actes qu'il y a condition, mais surtout ils ont appuyé sur l'importance de variables contextuelles, répétition de l'acte que vous associez à la forward technique, enfin pardon, voilà. Et du coup, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez opté pour on va dire le principe du rasoir d'Occam ou le principe de, comment on appelle ça,
Bref, utiliser une seule variable qui est effectivement celle de la répétition de l'acte, ou est-ce que vous avez injecté d'autres variables d'engagement, par exemple l'évocation sémantique d'un sentiment de liberté, comme je reprends les travaux de Nicolas Guéguin, etc. Moi, dans ma thèse de doctorat, par exemple, j'avais obtenu, mais je l'avais appliqué de façon très, comment dire, brutale, vous êtes libre d'eux, et j'avais des résultats contre-intuitifs. Et sur Google et Facebook, je me demandais si il n'y avait pas une visibilité de l'acte sur Facebook, puisque quand on fait quelque chose, en général, ça se voit ailleurs, au niveau de sa communauté, qui pouvait intervenir. Merci Stéphane. Une réponse rapide, sachant qu'on pourra poursuivre après, hein, même. Ouais, très rapide, puisque tout le monde attend d'aller au repas. Donc, sur ce que tu dis, Stéphane, sur communication persuasive ou engageante, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que j'aurais répondu. Voilà, on avait eu un peu plus de temps. Pour moi, c'est théoriquement imbriqué, c'est-à-dire que par définition, dans la communication engageante, c'est une communication persuasive et des actes qui vont engager. Donc, pour moi, effectivement, on ne peut pas dissocier les deux. La communication engageante est en elle-même une communication persuasive engageante. Ça, tout à fait d'accord. Sur les autres facteurs d'engagement, non, on n'a pas spécialement voulu les manipuler, ni même spécialement les contrôler. Tout était juste égal par ailleurs. Là, ce qu'on voulait vraiment tester, c'était l'acquiescement répété. C'était vraiment une nouvelle forme qui était pas étudiée du tout. Donc, on s'est focalisé totalement là-dessus. Dans ce que tu dis, non, il n'y a pas vraiment de caractère public de l'acte, parce que même ceux qui arrivent de Facebook, en fait, ça ne va pas du tout se voir sur leur trafic. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je regarde. C'est là. Non, elle est là. Ou là, pour l'ordinateur. Bon, bref. Ce que je regarde, Stéphane. Mais donc, il n'y a pas spécialement de caractère public. C'est vrai qu'on pourrait imaginer des protocoles où ce serait peut-être encore plus efficace si effectivement ils avaient conscience d'une façon ou d'une autre que ce qu'ils font va pouvoir être perçu par quelqu'un, pourquoi pas. Sur les autres variables d'engagement aussi, effectivement, on pourrait imaginer, là c'était pas le propos de cette étude où vraiment c'était l'acquiescement répété, mais tu as raison, on pourrait imaginer des protocoles dans lesquels l'objectif serait de viser une communication engageante numérique qui impliquerait un maximum de facteurs engageants. Pas en les contrôlant tous, parce que le problème, c'est que ça fait un nombre de variables trop importantes si on veut contrôler et la déclaration de liberté, et le caractère public, et le coût de l'acte. Moi, voilà, il y a une époque, je faisais avec Fabien Gérandola des grands protocoles avec trop de variables. Au bout d'un moment, ça devient ingérable. Mais au bout d'un moment, il faut choisir, accepter de faire ce qu'a pu faire Joulet à certains moments, c'est-à-dire, au lieu de manipuler et de contrôler toutes les variables, de juste dire, voilà, on sait par ailleurs, pour des raisons théoriques et dans d'autres résultats, que c'est ces facteurs-là qui doivent jouer et on va essayer de mettre toutes ces variables-là ensemble pour essayer d'obtenir le maximum de comportement d'effet comportemental dans une situation optimisée. Ouais. Dans une logique scientifique, c'est lui qui m'avait enseigné le principe de parcimonie, à savoir manipuler une seule variable.